Après cette année 2015 où nous avons exploré le thème de la frontière, des frontières, en 2016, nous repartons plus librement sur d'autres rencontres qui seront notamment plus reliées à nos expositions. Et c'est donc dans cette idée que nous avons invité Yana Andreadis pour engager un débat autour de l'exposition Athinatea, qui est donc, je vous le rappelle, présentée jusqu'au 29 février. Initialement, cette exposition devait être présentée jusqu'à la semaine prochaine, et donc, je vous rappelle cette prolongation de l'exposition. Fenêtre sur Athènes, c'est aussi donc le titre d'un projet photographique participatif dont va nous parler Yana. C'est pas seulement une exposition. Yana Andreadis est une artiste plasticienne, elle est athénienne mais vit à Paris depuis 1978. La peinture, le dessin, la photographie, les livres et les projets participatifs sont ses moyens d'expression habituels. Elle poursuit un travail sur la nature, peint ou photographie les milieux vierges et s'intéresse au monde animal et à sa représentation dans l'art. Mais c'est aussi l'environnement urbain, la perception de la ville, ses métamorphoses qui sont des sources d'inspiration pour elle. Elle a ainsi fait le récit de la construction du musée du Quai Branly, restitué dans son ouvrage « Chantier ouvert au public », publié en 2006. Dans le travail de Yana Andreadis, le livre est un moyen d'expression privilégié. Elle a notamment réalisé de nombreuses éditions limitées en lithographie, éditées par l'atelier Bordas, ou des livres en tissu pour l'association et maison d'édition Les Trois Ours. Yana Andreadis expose régulièrement sa peinture et ses photographies à la galerie Sami Kenj à Paris et dans d'autres centres d'art, à Paris, en France, en Grèce. Une rétrospective de son travail a été exposée l'an dernier à la galerie du Fawédic à Lorient et un catalogue Géographie retrace 30 années de travaux et de projets. Je la laisserai nous parler elle-même de ces projets participatifs qui sont donc assez nombreux. Yannis Tiomis est architecte et urbaniste, membre de l'Académie d'architecture, professeur et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, professeur honoraire à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette. Il est invité dans des universités du monde entier pour enseigner, prononcer des conférences et il est membre de très nombreux conseils scientifiques. Il a dirigé de très nombreuses recherches que je ne vais pas énumérer parce qu'elles seraient trop longues. Les questions de l'espace public et du projet urbain sont au cœur de ses recherches, mais aussi de son activité d'architecte et d'urbaniste qu'il développe en parallèle et de façon inséparable à son travail de recherche. Ses réalisations en Grèce, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne sont bien trop nombreuses pour que je les cite. J'évoquerai seulement ses dernières collaborations avec Cristiania Mazzoni, l'aménagement du secteur Triangle Évangile à la porte d'Aubervilliers à Paris ou l'aménagement du quartier Flaminio à Rome. Mais je tiens surtout à rappeler ce très beau projet de réaménagement de l'espace public du quartier de l'Agora à Athènes, mené de 1998 à 2004, projet qui a reçu le prix d'urbanisme Gubbio 2003, accompagné bien évidemment d'une étude du patrimoine architectural et urbain. Je ne peux pas non plus évoquer toutes ces publications qui sont extrêmement nombreuses. Je citerai simplement la prochaine, Athènes, naissance d'une capitale néoclassique, qui va paraître aux éditions Parenthèses, normalement cette année, en juin. Voilà. Et donc la dernière parution était L'architecte à la plume, publié avec Emmanuel Rubio, qui est paru aux éditions de La Villette. Mais tes publications et tes articles sont excessivement nombreux, donc je ne vais pas plus les détailler. Je dirais juste un dernier mot. Il me semble qu'on en comprend véritablement le travail de Yannis Tiomis que si l'on connaît par ailleurs son intérêt pour les sciences sociales et pour la littérature. Et je rappelle que Henri Raymond et Pierre Vidal-Naquet ont dirigé ton doctorat de lettres. Juste un mot pour le déroulement de la soirée. Donc après la projection débat, nous vous invitons à continuer en fait le débat avec Yannis Tiomis et Yana Andreadis autour d'un verre auquel bien sûr vous êtes tous très cordialement invités. Et je remercie beaucoup Nikos Grekos et l'association Phonigraphie qui nous ont fait la gentillesse d'organiser ce pot et que je remercie encore. J'ai préparé une projection là sur donc le projet, que je pense que la plupart de vous avez déjà vu l'exposition, mais donc je voulais un peu vous expliquer très rapidement comment je suis arrivée là, comment est arrivée l'idée, et un peu mon parcours,
mon parcours, mais seulement centré sur la fenêtre, le projet participatif, et pour arriver à Athènes. Donc voilà. On va commencer. En fait, pour parler de la fenêtre, comme vous a dit Aude, comme je suis peintre, la fenêtre, pour moi, fait le lien parfait entre la peinture et la photo. Donc là, je vais montrer juste quelques clins d'œil qui servent pour le projet, pour moi, pour la fenêtre, pour l'histoire de la fenêtre, parce que là, par exemple, on a l'histoire de... C'est la première photographie connue, qui est de Niepce, en 1927, et c'est la vue de sa fenêtre, le point de vue de Gras, de son atelier. Donc c'est quand même, la première photo, c'était une photo d'une vue par la fenêtre. Le premier négatif, c'était un négatif de Talbot, qui faisait en même temps les recherches sur la photo. Donc c'était en 1835, et c'était aussi c'était une héliographie d'une vue de la fenêtre, là, avec ses annotations. Je ne vous ai pas dit, comme il n'y avait pas la projection, qu'une autre grande référence, et pour moi, enfin par référence un peu à quelque chose auquel je pense et pour le projet est très important, c'est la phrase d'Alberti, donc qui en 1435, dans ses écrits de la peinture, de la peinture, à un moment il dit que le tableau est comme une fenêtre ouverte sur l'histoire. Donc voilà, le tableau est comme une fenêtre ouverte, on a la fenêtre qui est comme un tableau. Et ça me sert en permanence, c'est ça qui fait le lien entre la fenêtre et le tableau. Et c'est quelque chose qui est rentré un peu dans l'esprit des gens, parce que tout le monde spontanément dit, quand il voit une belle photo, enfin une photo cadrée par une fenêtre, un beau paysage, c'est comme un tableau. Donc on a ce va-et-vient permanent. Donc voilà, un peintre que j'aime beaucoup, c'est Matisse, et qui a peint plus de 60 tableaux de vues par les fenêtres. Donc là, c'est un peu une grande référence pour moi, et juste un plaisir pour vous montrer 3 images de Matisse. Alors, une autre référence, c'est clin d'œil aussi, parce que là, ce n'est pas une recherche iconographique sur toutes les fenêtres et sur tout l'art, mais juste des choses que j'aime personnellement et qui me tiennent à cœur. Donc, Bernard Plossu, et donc là, c'est la photo de son livre, d'un catalogue de 88, de l'Expo à Beaubourg, avec cette photo emblématique. Et aussi le titre « Paysage intermédiaire », puisque vraiment la fenêtre, c'est quelque chose qui marque le paysage intermédiaire, l'intérieur, extérieur, et le privé, le public, etc. Ah, je suis en... Bon, là, on passe à un petit clin d'œil, parce que moi-même, je fais des photos depuis toujours de la fenêtre. Donc voilà, là, un passage... en clin d'œil avec Bernard Plossu, avec le bateau, et là c'est une vue de Sifnos avec mes garçons qui regardent par la fenêtre. Une vue de Venise, aussi cadrée, qui fait penser à un petit tableau, ou la Sainte-Victoire, que j'ai peint par ailleurs, et que là est cadrée par une fenêtre d'un hôtel. Donc voilà. Quelques vues personnelles. Est-ce que je pourrais t'interrompre parce que une des premières leçons, puisque la majorité du public a vu l'exposition, mais ce n'est pas grave, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils se rendront compte en regardant les images ici. Une des premières questions que pose ce travail que tu vas développer tout à l'heure, c'est le rapport à la peinture. Tu as parlé de Matisse et tu as fait l'histoire de la photographie à travers la fenêtre, ou plutôt la fenêtre à travers l'histoire de la photo, et puis Matisse. Et je pense qu'on a une vraie rupture au début du XIXe siècle avec le néoclassicisme.
je pense à Caspar David Frédéric, je pense à Schinkel, aux architectes, etc., où le paysage est toujours vu à travers des fenêtres dans certaines peintures. Et c'est une inversion, je dirais, par rapport au peintre flamand, où il y a la fenêtre, mais la fenêtre n'est que source de lumière. Et à la limite, derrière la vitre, on ne sait pas ce qu'il y a. Tandis qu'avec Matisse, avec les néoclassiques et avec Matisse, le paysage, c'est une ouverture vers le monde. C'est-à-dire, ce n'est plus l'isolement, moi, devant ma fenêtre, c'est moi et le monde. Et est-ce que tu ne penses pas que cette, je dirais, progression de la manière de montrer la fenêtre ne rejoint pas plus Alberti? C'est-à-dire que nous sommes plus près au XXe siècle ou au XIXe, ou avec Matisse, avec Alberti, qu'avec les Flamands. Hein? Absolument, oui. Hein? Oui, et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça situe un peu aussi ton aventure dans le temps. C'est-à-dire que, comme tu es très proche de l'architecture aussi, et comme Alberti, c'est malgré tout un architecte, il y a toujours le paysage au sens large du terme, hein, paysage naturel et paysage urbain aussi. Oui, oui, oui. Tu peux continuer maintenant. C'est juste. C'est vraiment pertinent. Alors là, je voulais vous montrer rapidement un projet que j'avais fait, toujours sur le même thème des fenêtres. C'est la même idée. Et c'était il y a 13 ans, en fait, quand j'étais invitée à participer à une exposition sur le thème voyage d'artistes en Algérie, organisée par Jean-Louis Pradel. Et là, mon idée, c'était de donner la parole aux Algériens, de montrer la ville, donc Alger, en donnant des appareils photo jetables à l'époque à quelques artistes algériens que j'avais rencontrés. Et donc, en leur demandant de faire la photo avec la consigne, toujours, d'avoir la présence de la fenêtre, parce que c'est ça ça m'intéressait, d'avoir le côté privé aussi et le côté intime. Et donc, et après, de faire tourner les appareils photo. Et donc, voilà, le projet, ça s'appelait « Et la vie continue », puisque c'était une période assez mouvementée, là, pour l'Algérie. Et c'était très émouvant. J'avais donné 10 appareils jetables que j'ai reçus 2 mois après. Et en développant les photos, je découvrais Alger de l'intérieur. Donc voilà, là, les diverses vues dans l'exposition. J'avais fait un choix d'une vingtaine de photos qui avaient été exposées. Juste pour dire que c'était à l'espace Electra. Oui, c'était à l'espace Electra. Donc c'était un premier projet participatif et c'était la façon de faire participer des gens, de leur donner la parole, de faire un projet en commun que j'orchestrais un peu. Et donc c'était un des premiers projets. Ensuite, très rapidement pour le projet participatif, c'était le monde autour d'une flamme que j'avais fait en 2004, donc un an après, dans le cadre des Jeux Olympiques d'Athènes. Et là, c'était en contactant des gens du monde entier par Internet, en leur demandant une photo d'une flamme dans leur pays, avec le but de faire ce projet qui était sur la trêve olympique et le monde autour d'une flamme. Et avec donc l'idée que toujours la photo d'une flamme a quelque chose de magique, donc ça peut être intéressant. Et j'avais récolté plein de photos, c'était dans une durée de temps très rapide, de 2 mois. Après, j'avais fait un choix et voilà, ça avait été exposé au pied de l'acropole, en fait. Vous voyez l'acropole là, et les tirages là. C'était une façon de faire participer des gens du monde entier et créer un projet concret avec des rencontres virtuelles presque. Là, c'est le passage de la flamme.
et sur le site où on voit aussi l'exposition. C'était une autre approche de la ville, une description d'une ville. Là, c'était sur Ivry Cosmopolis, où j'avais fait une série de portraits des gens du monde entier. Et c'était donc voilà, c'était une façon de. C'était pas un projet participatif, mais les gens participaient en acceptant de se faire photographier, en me donnant le droit de publier leurs photos. Là aussi, une suite de photos, quelques photos du travail au chantier du Quai Branly, où il y a toujours la photo qui est présente et la fenêtre qui est présente, pardon. Et là, on arrive à Athènes il y a 3 ans. C'était dans le cadre d'une exposition de mes bouquins à Ikea Katakouzinou, qui est au centre d'Athènes, et où c'était un retour pour moi 10 ans après, 2004, 2013, presque 10 ans après, à Athènes, pour présenter mon travail. Et c'était là où tout d'un coup, j'ai eu envie de nouveau de faire quelque chose et un projet sur Athènes, découvrir la ville et concevoir quelque chose, enfin un projet. Et le fait de cet appartement qui était au centre d'Athènes, sur la place Syntagma presque, et avoir des points de vue différents, tout d'un coup, ça m'a donné envie de refaire ce projet des fenêtres. Et puisque je voyais qu'un endroit familier, qu'on connaît très bien, quand on se déplace et qu'on a un autre point de vue, tout d'un coup, on le découvre autrement. Donc je pensais que le projet des fenêtres, c'était idéal pour découvrir Athènes. Et puis, avec les nouveaux moyens, appareils numériques, réseaux sociaux et tout, c'était quelque chose qui pouvait bien marcher. Et donc, j'ai lancé l'idée à mon retour de cette expo. Et dès que j'ai trouvé le titre, parce que c'est important, je ne voulais pas que ce soit simplement Fenêtre d'Athènes, il fallait que ce soit quelque chose de plus. Et donc voilà, quand j'ai trouvé le titre, c'est seulement un titre en grec et en majuscule, donc c'est Athina Théa, tout en majuscule. Donc normalement, on ne sait pas où on met l'accent dans le deuxième mot, Athéa ou Théa. Et selon où on met l'accent, il y a un sens pour chacun, c'est soit la vue, soit la déesse. Et quand on dit t'es une Théa, t'es une déesse, c'est que t'es très belle. Donc pour moi, c'était tout de suite, je te disais dans ce sens, mais ça me plaisait de laisser à chacun la liberté de voir les vues d'Athènes ou comment chacun le percevait. Donc voilà, j'ai lancé ça via Facebook et ça a tout de suite pris beaucoup d'ampleur. Au début, j'ai invité des amis artistes, et puis après, tout le monde, par le réseau, a voulu m'envoyer des photos et tout. La contrainte était très stricte, en guillemets. C'était qu'il fallait absolument que ça soit des vues par la fenêtre, où on voit le cadre de la fenêtre, et qu'il n'y ait pas de déformation de perspective, c'est-à-dire que les verticales soient bien verticales, et qu'il y ait toute la fenêtre ou même une partie de la fenêtre qui soit visible, c'est-à-dire qu'on ait toujours la sensation du privé. Donc voilà. Là, j'en fais une petite... j'étais sûre que ça allait avoir un intérêt, parce que Athènes, c'est une ville, tu vas nous en parler, tellement riche et tellement variée, et tellement chaotique, que c'était sûr que toutes ces vues allaient vraiment créer des surprises à chaque fois. Et voilà. Et donc voilà, là j'ai mis quelques photos anciennes pour vous montrer qu'Athènes en 1900, là c'était 1960, de quoi ça avait l'air, c'était juste un village. 1800, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? 1960. 1800. Et là, une petite séquence avec la vue du Lycabette, à quelques années d'écart, et là maintenant. Donc voilà, là c'est peut-être un point où, je ne sais pas si tu veux commenter un peu la... Pour dire que nous passons de 10 000 habitants en 1830, au moment, c'est-à-dire où Athènes devient capitale, à plus de 4 millions aujourd'hui. On ne sait pas si c'est 4 millions 2, 4 millions 3, mais c'est sûrement plus de 4 millions. Et je pense que cette condensation, et surtout
Les 4 millions, c'est après 1950, c'est-à-dire en 1950, il y a 2 millions. Donc nous avons 2 millions de personnes qui, de 1950 à aujourd'hui. Et je pense que c'est très visible aussi, cette densité, cette condensation, cette promiscuité, ce voisinage aussi, est très très visible à travers le travail des gens, c'est-à-dire à travers les photos des gens. Hein. Donc c'est juste cette remarque, et après avec les photos je vais revenir sur ce qu'un architecte peut tirer aussi de ce travail. Nous voilà avec la page donc sur Facebook. Comment ça se présentait avec la photo du profil et dans le lancement. Et là, par exemple, c'est la photo, il y a 2 photos, les seuls 2 tirages qui sont imprimés dans l'exposition. C'est celle-ci où c'est une vue très la plus ordinaire, disons, et banale d'une arrière-cour d'Athènes, mais qui représente bien le projet, parce qu'une vue si ordinaire, tout d'un coup, qui est cadrée comme un tableau, elle prend une autre importance, on la regarde différemment. Bon, là, je vous montre quelques photos en déroule, et après, on peut repasser, où tu peux... Voilà, on peut, tu peux revenir à la première, parce que là, on a un bel exemple, voilà, de ce qu'on voit dans l'exposition, de ce que les gens ont fait. Au fond, je me suis interrogé, qui sont les gens qui ont répondu à cet appel, hein? Parce que à travers la photo, on pourrait faire plusieurs, pas seulement des considérations, formuler des considérations d'urbanistes, d'architectes, etc., mais de sociologues, d'anthropologues, même je dirais de psychologues, peut-être même de psychanalystes. Il y a, c'est-à-dire, la manière dont les gens se mettent devant leurs fenêtres. Et un peu, ils montrent forcément le cadre, puisque tu as demandé qu'ils montrent le cadre. Mais un peu, ils reculent et ils montrent, comme celui-ci, ou celle-là, une petite table. Il y a d'autres photos où il y a une autre table, mais qui est délabrée. Il y a un bout d'ordinateur. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils veulent montrer qui ils sont, volontairement ou involontairement, ça c'est autre chose. Et il y en a d'autres où, comme les photos suivantes, si tu veux, hein, où on ne sait pas où on est, ou si on sait où on est, c'est parce qu'on connaît Athènes et qu'on voit par le type de la fenêtre que c'est pas forcément une maison, hein, que c'est plutôt bureau, que c'est... Voilà. Et donc, est-ce que tu sais un peu plus, à part ceux que tu as invités, qui étaient les gens qui ont envoyé ces photos? Oui, je sais, parce qu'au début, donc, j'ai invité les amis pour lancer le projet, donc c'était quand même un milieu assez artistique. Et après, ça s'est diffusé. Et donc, 10 000 non, 10 000 photos. Là, pour l'instant, j'ai 450 différents participants. Oui, 450 participants. Oui, différents. Oui, différents. Donc, en fait, c'est des gens de tous les milieux. Donc, ça peut être, bon, à part les milieux artistiques, les gens professionnels de la création de l'image, etc., ou des architectes qui ont été intéressés, et des écrivains et tout, mais sinon, la majorité, ce sont vraiment des amateurs, enfin, des amateurs qui veulent aussi participer justement à ce projet et témoigner à leur façon et tout. Et d'ailleurs, ils m'envoient des photos spontanément. Et souvent, ça peut ne pas être une bonne photo, ça peut être des contre-jours terribles, ça peut être des photos complètement de travers. Et donc, du coup, il y a tout un dialogue avec eux où je leur dis que, justement, que ce serait mieux que ce ne soit pas un contre-jour, que la vue soit frontale et qu'attendre la bonne lumière, etc. Donc, il y a un vrai échange avec les gens. Et puis, par Facebook, on peut voir qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Donc, je vois que souvent, c'est... Comment dire,
Enfin, c'est des gens qui sont vraiment d'un autre milieu que le monde Voilà. de la création artistique et tout. Ça c'est très intéressant parce que je me suis interrogé, connaissant bien toutes les photos, forcément, qui est celui qui photographie, hein, et pourquoi il photographie, pourquoi il participe à ça, puisque c'est en plus. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que c'est par émulation ou par concurrence, je veux faire la belle photo, ou c'est de l'introspection, hein, c'est-à-dire, il y a une manière de participer à un projet collectif étant un individu isolé. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que les gens individuellement participent, mais ils savent qu'ils participent dans une aventure collective, mais sans échanger. C'est presque de l'échange muet. C'est sans mots, c'est à travers les images. Et ça pourrait être intéressant de fouiller un peu cette question, le pourquoi et qui je suis et pourquoi je photographie. Ça, c'est le fait de savoir qu'ils participent à un projet collectif, enfin un projet artistique. Donc donner la possibilité à tout le monde de faire partie de cette œuvre, de ce témoignage, de ce relevé d'Athènes. Oui. Et chacun, il est acteur et en même temps, il est spectateur des autres photos. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est après le fait, le bonheur de pouvoir faire cette exposition ici, par exemple, où c'est une exposition de tous ces gens-là. Oui, mais ça, ils ne le savent pas au moment Ah bah où si, ils le savent. Ils photographient. Ah non, ben non, Hein, ça oui. c'est encore mieux. Non, ça. Ben oui, non, mais pour Ça, moi, ça. c'est un cadeau aussi que j'offre à ces gens-là. Ah oui, ça c'est. Ça, Mais ils moi, le je savent parle pas. d'autre Non, chose. ça, ils le savent Ce pas. dont c'est le sens de la participation, d'un côté, c'est une aventure collective et participative, disons, mais d'une autre manière, à cause de tas de monde, ce n'est pas de. Le mot participation me paraît un peu impropre, si tu veux. C'est une aventure collective à travers l'individuel. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et une autre chose, je me suis dit en regardant certaines photos, est-ce que tu aurais eu autant de réponses si ce n'était pas la crise? Je veux dire par là la disponibilité des gens. Bon, jeunes architectes, étudiants, artistes, etc., c'est clair. Mais au-delà, est-ce que ce n'est pas aussi un signe, et ça je le dis en regardant les photos, certaines photos, beaucoup d'ailleurs de photos comme ça, où ça montre une sorte de disponibilité par désœuvrement, je dirais. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui ont un bel appartement comme moi et qui t'ont envoyé une belle photo de toute Athènes. Hein. Et là, je me suis demandé si cette disponibilité, ce n'est pas aussi, surtout chez les jeunes, parce que c'est une sorte, non seulement d'occuper son temps, mais de sortir un peu de chez soi. Et là, ça m'a intéressé beaucoup, parce qu'il y a des photos comme ça, qui sont où la vue est dramatique, je dirais, de courte vue. Bon, on peut faire une analyse d'Athènes. Hein, tout le monde n'a pas l'Acropole, tout le monde n'a pas les montagnes, tout le monde. Hein, la majorité, c'est des courtes vues, c'est des murs aveugles, c'est des enfermements. Et c'est une manière, dans ce que tu as offert, je crois, c'est une manière de sortir tout en restant chez soi. Hein, et oui. Ça, je le trouve intéressant. Et les gens, ils me témoignent justement que grâce à ce projet, ça leur donne de l'énergie, ça leur fait participer, ils sentent un peu l'énergie de cette participation. Et ça, c'est positif. Et que ça leur change, qu'ils découvrent la ville à travers ce projet, enfin les Athéniens. Donc ça, c'est pour moi, c'est très précieux et ça me fait le plus grand plaisir. Et ça arrive souvent. Et les gens, ils me disent, mais tout d'un coup... On peut continuer ?
Et en fait, j'avais fait une première présentation au bout d'un an à la Biennale d'Athènes. Et c'était une projection, c'était une rencontre-projection. Et là, c'était l'occasion de rencontrer, enfin, j'avais invité tout le monde qui était co-auteur donc, du projet. Et c'était, juste, juste avant, c'est un des exemples que toute ville présente d'ailleurs, mais Athènes elle a malheureusement peu d'exemples comme ça de stratification. Au premier plan, en bas, une vieille maison d'avant-guerre. Au deuxième plan, des maisons aveugles presque des années 50 et quelques tours qui... il n'y en a pas beaucoup à Athènes. Mais c'est une assez belle leçon de stratification et il y a beaucoup de photos qui montrent ça. Hein? Tandis qu'Athènes n'offre pas beaucoup de stratification. C'est des quartiers, bien sûr, le quartier de Plaka en bas de l'Acropole, etc. Mais c'est une ville complètement... Et l'ancienne ville néoclassique, elle est effacée, détruite complètement. Et celle-ci, elle avait attiré mon regard à cause de ça. Et l'avantage de la fenêtre ou de la prise de vue d'en hauteur, c'est qu'on découvre des points de vue qu'on n'a pas d'en bas. Qu'on n'a pas d'en bas. Oui. Voilà. Donc on voit toute l'anarchie aussi sur les terrasses, tout ce qui se passe. Bon, ça c'est une... Alors là, c'est la photo la plus spectaculaire du projet. Donc il y a aussi le tirage à l'exposition. Et c'est une photo que j'ai reçue assez tôt. C'est un type qui travaille à la restauration de l'Acropole. Donc c'est la photo des Algécos, les bureaux de la restauration dans le Parthénon. Donc c'est absolument fabuleux, quoi. C'est l'émotion totale. C'est la 50e photo. On voit les grues, on voit toute Athènes. C'est fou, non? Alors les quartiers différents, voilà. La précédente, juste la précédente, c'est une des rares photos où apparaît l'espace public. Et c'est significatif parce que il y a à Athènes très peu d'avenues larges et du coup je ne peux pas voir la rue, je ne peux pas voir les trottoirs et c'est très peu de photos qui montrent la rue en fond. Hein, parce que je ne peux pas la montrer. Oui. C'est tout. Il y a une impossibilité. Ici, la perspective le permet. L'espace public, en fait, il est absent non seulement dans les photos, mais dans la réalité aussi d'Athènes. Et c'est ça qui est très important. C'est une ville qui souffre de l'absence de l'espace public, pour ne pas dire du respect de l'espace public. Les deux vont ensemble. Ça, c'est une belle mise en scène. Ne me dis pas que c'est naturel. Ah si, moi je pense. Alors c'est un esthète. Parce que c'est pas un professionnel du tout. Oui, dans les profils des... différents points de vue de l'Acropole. Ça, cette confrontation-là, ces échappées vers les sites. Oui, oui, ça c'est autour de l'agora d'Athènes et de l'Olympéion, oui. Du temple de Zeus olympien. Il y a quelques maisons néoclassiques, effectivement, qui restent. Architecture typique des années 60 et années 50, 60, 70, 80. C'est là où on détruit entre 50 et 80. 30 ans, on détruit toute Athènes. Et ces vues sont très très banales. Alors, là, voilà une des photos, la précédente, juste la précédente, qui m'a fait réfléchir du qui photographie, pourquoi il photographie comme ça, pourquoi le volet il est à moitié ouvert ou à moitié fermé, et qu'est-ce qu'il voit en face, au fond. Allons-y. Ça, c'est au Pirée, non? Oui. Et la mer. Ouais. Là, c'était quand j'avais fait l'exposition à la Biennale, où, là, à l'époque, il y avait... Donc, chaque fois, j'insiste beaucoup sur les crédits et les noms des personnes. Celle-ci, elle est très, très belle. Parce que elle est
pour quelqu'un qui connaît Athènes, qui est en plus un regard d'architecte, je peux te dire où elle se trouve sans savoir où elle se trouve et qui habite. C'est-à-dire, c'est une cage d'escalier hein, qui donne sur une cour arrière, enfin cour, un espace ouvert arrière. Ça pourrait être des bureaux plutôt, hein, et ça doit être situé vers la rue Athinas, vers... Oui, absolument. Hein, oui. c'est clair, parce que par là aussi, on peut faire l'histoire des matériaux. Si tu donnes tes photos à un architecte qui connaît un peu l'histoire, il peut te raconter l'histoire des matériaux à travers la fenêtre. C'est-à-dire comment on passe du bois à l'acier, au PVC, etc. Hein. C'est assez intéressant ça aussi. Voilà, ça aussi, c'est du PVC et avec des petites vues. Voilà, celle-ci, je la trouve très très intéressante parce que elle raconte beaucoup de choses sur l'enfermement. Hein. Ces espaces, d'habitude, il y a des cours intérieures, si vous voulez, des puits de lumière sur lesquels donnent soit des chambres, petites chambres à coucher, soit des toilettes, soit des cuisines. Mais beaucoup de chambres aussi. Et c'est là où on peut dire qu'il y a voisinage hostile ou voisinage, je dirais, amical, en fonction du quartier et comment ça se passe. Si la copropriété ou les copropriétés qui se font de vis-à-vis et face à face apportent des soins par rapport à leur espace commun ou c'est une poubelle. D'habitude, c'est une poubelle. Et là s'ajoute la mondialisation avec toutes ces paradiaboliques, comme disent les Algériens, pour les paraboliques. Et là, c'est l'enfermement, je dirais. Pourquoi? La télévision. C'est-à-dire qu'on a un autre phénomène que je ne sais pas à quelle époque les photos ont été prises. Mais quand j'habitais à Athènes, les balcons et les terrasses, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, étaient toujours occupés. Les gens mangeaient dehors, certains dormaient même quand il faisait très chaud, etc. Il n'y avait pas de problème. Et avec la télévision, ces balcons et ces terrasses sont devenus vides. Et l'enfermement, la télévision, la climatisation, qui a fait que... alors ça m'évoque aussi un peu ça, ces antennes paraboliques, ça me dit ça aussi, cette histoire d'Athènes. Tes photos, enfin les photos que tu as suscitées, racontent en fait l'histoire d'Athènes de nos années, plus que l'Acropole. L'Acropole, d'accord. Pour toi, ça compte beaucoup. Tu as raison, pour moi aussi ça compte. Mais je pense que l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est là. Enfin, dans tout ce que raconte ce type d'image. C'est pas de misérabilisme, hein, mais c'est l'histoire de l'urbanisme. Moi, j'ai remarqué dans les vis-à-vis et dans tous les immeubles l'abandon, enfin, surtout les immeubles pas occupés Oui. du centre. C'est ça qui est terrible. Oui, ça aussi, c'était... Tu as raison. Enfin, les trucs fermés, quoi. Tu as raison. Pas seulement dans les vieilles maisons, mais dans les maisons... Tu as raison. Alors, oui, vas-y. Oui. Non, mais là, ce qui me fascine, justement, l'Acropole, où moi je suis obsédée, évidemment, d'où on peut la voir, c'est la confrontation et... Enfin, chaque fois, tous les immeubles qui viennent, les antennes, tout ça, mais il y a toujours la présence
de l'histoire et de l'acropole. Pas toujours. L'acropole. Pas toujours. Non, pas toujours, mais dans C'est- ses on points de parle vue. de- Dans ses points de vue. parle du centre historique, Oui. qui est Mais des fois, on la voit de loin aussi. le 200e de toute la surface de l'Attique. Oui, mais je ne parle pas seulement d'une telle distance, parce que l'acropole, quand même, on peut la voir même de très loin. C'est plus juste si tu disais la topographie historique, parce que c'est vrai que si je prends les montagnes autour d'Athènes, à cause des déclivités, etc., ceux qui sont surtout aux étages supérieurs peuvent voir Athènes comme je la voyais toujours. Mais je dirais que le sol a changé. Cette photo m'intéresse pourquoi? Parce que la moyenne des maisons de rapport d'Athènes font 6, disons de 5 à 8 étages en fonction des périodes. Donc j'ai une moyenne de 6-7 étages. Ce qui crée, je dirais, le niveau de référence, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire ces terrasses-là. Et c'est à partir de ces terrasses que surgit l'acropole. Alors c'est ce sol artificiel qui monte au fur et à mesure que les années passent. Ça aussi, c'est très intéressant, parce qu'à cause des lois d'urbanisme, de l'équivalent PLU de toutes les époques, on permettait 4 étages, après on a permis 5 étages, après on a permis 6 étages, et on s'est arrêté à 6-7 étages, pas plus, hein, sauf exception avec quelques tours. Et du coup, l'acropole change de socle. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Et on le voit dans beaucoup de photos. Voilà, face à face, vis-à-vis, ça c'est typique de ce que j'appelle l'enfermement. Ça doit être un chanceux. Voilà, autre photo que je trouve magnifique pour le rapport intérieur et extérieur. D'abord, hein, il y a un bureau, il y a un ordinateur, etc., etc. C'est dans un quartier où on ne voit plus l'acropole du tout. Hein. Par contre, par la fenêtre, il y a aussi quelque chose qu'on ne voit plus. C'est ces escaliers en fer. Ils existent dans une dizaine de tes photos encore. Et qui permettait de monter sur la terrasse. Années 30, jusqu'aux années 55. Après c'est fini. Il n'y a plus d'escalier extérieur. Mais ces escaliers extérieurs servaient aux ménagères, aux enfants, aux familles, de communiquer. Hein, on sortait dehors, on montait sur la terrasse, je parle de ma mémoire d'enfance, mais c'était vrai aussi dans beaucoup, y compris d'ailleurs dans le bureau de ton frère, ou votre maison, là où tu es né, et c'est assez intéressant qu'en plus, ça a disparu. Hein. Tous ces escaliers, c'est un des rares qui doit rester. C'est pour ça que j'ai dit qu'on parle d'histoire d'architecture, on peut parler à travers ces photos. C'est très intéressant parce que là, on peut faire avec toutes ces photos aussi une analyse de classe. Hein, c'est une analyse de classe. La photo précédente, hein, c'est une salle d'attente peut-être de médecins, je ne sais pas. Voilà le typique. La fenêtre est ouverte pour prendre la photo, j'imagine, parce que d'habitude, elle doit être fermée pour que la clim marche. C'est... Attention, il y a les auteurs. Hein? C'est pas grave, c'est... L'œuvre d'art dépasse l'auteur. Hein. Encore heureux.
Voilà un exemple aussi de stratification et de différence. Hein. On a dans des cœurs d'îlots des maisons qui sont plus ou moins en ruine, délabrées et qui restent. Avec l'acropole, à loin. L'acropole modeste. Typique, ça. Et je suis sûr que ça devrait être des immigrés. Pour moi, ça, c'est une des plus belles photos, à cause des couleurs. Bon, c'est aussi intéressant devant, je ne sais pas si on voit bien, on dirait qu'il y a un lit, hein, c'est un lit. Mais si le bleu était un peu plus fort, avec le jaune et le rouge, tu as comme ça des surprises de peintre, au fond. Oui, et puis tout d'un coup, une vue, somme toute assez ordinaire. Oh, Parce que tout à fait ordinaire. c'est la lumière qui fait le cadre et que tout d'un coup fait la beauté. Et là, on revient on la voit. chez Matisse. La différence, c'est que si ce n'était pas une photo, Matisse aurait peint aussi l'intérieur, comme si c'était l'extérieur. Et du coup, c'est seulement le cadre qui... J'en ai quelques-unes. T'aimes bien les intérieurs avec télé Ah, ça, Juste. c'est intelligent, ça. Mais moi, j'ai découvert Athènes grâce à ce projet. Comme j'ai quitté Athènes en 78. Oui. Et vraiment, je ne m'en lasse pas de recevoir les photos, d'avoir les surprises tous les jours. En tout cas, toutes les photos montrent les stratifications. Celle-ci, elle est intéressante parce que, tandis que dans plusieurs quartiers d'Athènes, ces images sont presque banales, il n'y a pas eu beaucoup de photos envoyées avec des graffitis comme ça. Ça m'a étonné. Là, une petite séquence avec des acropoles de nouveau. Et Là, puis, j'aime beaucoup, là, derrière la cheminée. Et puis J'ai les- oui. Et puis c'est une des villes où il y a le plus de comment thermosiphones. Comment ça s'appelle en photovoltaïque. Les oui, les photovoltaïques. Et là, cette sur les vue, c'est terrasses. vraiment comme si c'était le début du siècle, quand même. Oui, parce qu'on est dans le secteur sauvegardé, le seul qui reste, au bas de l'acropole. Mais c'est fou de pouvoir avoir toutes ces Mais visions en même temps, quand même. celle-ci, elle pourrait être, oui, une photo de la fin du 19e. Là, c'est des surprises qu'on voit par les toits, là, parce que là, on est en plein Kolonaki. Regarde, Oui, la maison, là, sur le toit. oui. Bon, il y a aussi d'autres photos qui montrent ça, c'est-à-dire que les gens trichent, comme partout, mais à Athènes un peu plus, c'est-à-dire, ou en Grèce, c'est-à-dire on construit illégalement une sorte de petit studio sur une terrasse. Et le petit studio, dans le permis de construire, il est nommé laverie ou cage d'ascenseur. Mais il y a salle de bain en marbre, peut-être dedans. Regarde à l'étage, là, la fenêtre. Pas la fenêtre, la porte. C'est une vieille porte montée sur... Oui. Et elle dit aussi autre chose, cette photo. Cette photo parle du parcellaire. C'est-à-dire, il y avait une époque, maintenant ce n'est plus possible, mais il y avait une époque où on permettait sur des petites parcelles où il y avait une maison individuelle d'un étage, de construire 5-6 étages. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est comme une sorte... À Tokyo, on peut voir comme ça des tranches. Comme ça, c'était une pièce. Hein, une pièce qui donne sur rue. L'escalier est au milieu et derrière, d'autres pièces.
c'est un poète. Donc c'est quand même, le projet est très étendu puisque ça couvre toute l'agglomération d'Athènes, comme vous avez vu sur la carte. C'est pas que le centre, ni le centre et le... Oui. Oui. Voilà, typique de la partie intérieure. Je me suis demandé aussi, au fond, il y a 3 thèmes que j'ai ressortis, moi, de toute cette photo. D'abord, c'était le thème de la peinture, hein, c'est évident. La ville, telle qu'on la voit en tant que spécialiste, je dirais, pas seulement urbaniste, ce que je disais tout à l'heure, mais où on peut, pour un urbaniste, on peut méditer énormément. Hein. Au fond, si on se met dans la position de l'urbaniste, qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on doit changer? Cette question de vis-à-vis, de proximité, hostile ou amical, peu importe, mais plutôt hostile, la promiscuité, hein, le rapport à l'espace public, tout ça, ce sont des thèmes que, en regardant les photos, je me suis dit, tiens, on les connaît théoriquement, et à travers la photo muette, elle parle plus peut-être que toutes les analyses qu'on peut faire savantes. Et puis, le troisième thème, c'est le projet participatif, ce qu'on a dit. C'est-à-dire, chacun photographie seul, mais il sait qu'il participe à un projet collectif. Et qu'il y a un dialogue muet qui parle de la ville. Et je dirais que c'est la photo, d'une certaine manière, qui fait la ville. Hein? C'est la photo qui permet non seulement de la percevoir, mais permet aussi de voir celui qui photographie, puisqu'il choisit sa vue d'une certaine manière. C'est pas vrai que l'obligation d'être derrière une fenêtre, tu ne peux pas sélectionner ta vue, tu la sélectionnes. Et donc ça renvoie où habitent les gens, comment ils habitent et qu'est-ce qu'ils veulent voir ou ce qu'ils voudraient voir dans ce qu'ils habitent. Hein. Je prends mon exemple, j'ai choisi de t'envoyer une photo que tu as rejetée lamentablement et tu as choisi une autre qui est très belle. Du coup, sociologiquement, tu m'as fait participer à la grande bourgeoisie. Tandis que la photo que je t'avais envoyée, c'était une petite photo comme ça, un peu. Elle y est aussi. Elle y est aussi. Bon, oui, d'accord. elle y est. Et donc, ces 3 thèmes, je dirais, peinture, la ville, du spécialiste et la ville en général, et puis la question participative. Et je me suis de la participation. Mais je me suis demandé, est-ce que tu as, sur la technique, est-ce que cette aventure que tu as lancée et que je trouve admirable, vraiment, j'ai appris énormément de choses et tout le monde peut apprendre des choses en se lançant dans un projet comme ça. Et en plus, c'est de l'art. C'est pas seulement du discours savant qu'on pourrait aussi appliquer. La technique, sans le numérique, est-ce que cette aventure aurait été possible? Avec l'argentique, est-ce que ça aurait été la même chose? Est-ce que la vitesse de prise de vue, l'appareil automatique, le fait que je peux juger immédiatement si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas, que je ne peux pas vraiment jouer avec la lumière,
Tout ça, je me suis dit que c'est une expression grâce à la technique. Et là, on a un rapport technique, art, qui est, on le connaît, c'est une banalité ce que je dis, mais qui m'a intéressé parce que là, l'appareil, le type d'appareil a permis toute cette aventure. Avec l'argentique, ça aurait été impossible. Absolument, ça, plus le réseau. Et donc, l'histoire de Plus le l'argentique, comme il y a eu le projet avec l'Alger, là, j'ai eu 10 appareils photo jetables. Là, c'était de l'argentique. Et là, les contraintes, vous avez vu les photos, elles étaient pas, enfin, la contrainte était plus légère et souple, puisqu'il fallait simplement que ce soit de l'intérieur. Mais donc, on a des vues en contre-plongée, on a des perspectives qui sont déformées. La qualité des photos n'a pas une rigueur que j'aurais pu désirer ou faire comme je peux faire maintenant. Parce que les gens, maintenant, ils peuvent refaire, on peut discuter, il y a aussi l'échange possible. Les corrections possibles aussi, les petites corrections possibles. Oui, mais en même temps, moi je trouve très très bien que tu n'as pas pu trop intervenir parce que, bon, ça permet, je dirais, cette liberté d'expression de la part des gens que tu leur concèdes, encore heureux, et en même temps ça nous permet à nous de voir aussi que dans l'imperfection des photos ou dans leur perfection, que les gens savent ou ne savent pas, ou ça les intéresse ou ça ne les intéresse pas. Le fait de faire une belle photo, ce qui les intéresse, c'est pour certains de montrer ce qu'ils veulent, ce qu'ils voient, ou ce qu'ils veulent que tu regardes, qu'ils voient. Ce qui est... montrer à tout le monde. Et montrer à tout le monde, oui. Et je pense que c'est polysémique. Ces photos disent énormément de choses. Et quand on les balaye, et quand on les regarde une par une. Et c'est ça qui est intéressant. Chaque photo a son existence propre, et en même temps, elle n'existe pas si je ne l'aimais pas dans ce projet que tu as incité. Et ça, je pense que c'est intéressant. Et puis, il y a aussi l'horizon. C'est-à-dire que il y a des photos à horizon lointain et des photos à horizon court. Et ça aussi parle du rapport au paysage urbain ou à la ville. Et les photos à horizon long, acropole, montagne, mer, etc., elles sont d'habitude des photos étage supérieur. Hein? Et les photos, plus je descends, et à cause de l'étroitesse des rues, plus je commence à me rendre compte qu'il y a quand même un espace public. Malheureux peut-être, mais il existe. Et dans l'intermédiaire, j'ai la dame d'en face, j'ai le balcon d'en face. C'est assez intéressant. On sait qu'il y a une autre stratification en rapport avec l'horizon. On a autre chose à dire? Nous voilà, là actuellement, la page sur Facebook, où on retombe sur la couverture de la page et une vue de l'exposition. Mais le projet continue. Et donc, il aura 3 ans. Je voudrais dire, puisqu'on arrive à la fin maintenant, quand même l'importance que a la Cité de l'Architecture. S'il n'y avait pas la Cité de l'Architecture, je ne pense pas que ce type d'aventure, l'exposition aurait pu avoir lieu n'importe où, à la limite, mais ce type d'aventure qui
qui est une exposition d'un art, qui est en même temps leçon d'urbanisme, qui est en même temps voyage dans une autre ville qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît, qu'on aimerait bien revoir autrement. Sans la Cité de l'Architecture, sans cette institution, je ne pense pas que ça aurait été possible. Comme aussi, je ne pense pas que ça aurait été possible s'il n'y avait pas des gens intelligents qui animent cette maison. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci Yannick. C'est précieux.